aussi de prendre place. Vous êtes très nombreux donc, pour cette conférence sur la nutrition qui est de fait un élément très important pour bien vieillir, pour mieux vieillir. Et ce que l'on peut dire, c'est que les connaissances que l'on avait hier, elles ont évolué. D'où l'intérêt, l'importance de faire un point donc sur peut-être la nourriture spécifique qu'il faut privilégier à chaque âge de la vie, sur aussi sans doute l'importance de combattre des idées reçues. Et donc pour traiter ces questions, nous avons le grand plaisir d'accueillir le docteur Vincent Attalin, médecin nutritionniste au CHU de Montpellier, médecin du sommeil à la clinique Beau Soleil et cofondateur de la société Avitam. Bonjour docteur. Également Tasnim Akbarali, chargée de recherche épidémiologiste à l'INSERM à Montpellier. Vous êtes également chercheuse à Londres, à l'University College London. On accueille donc également Dominique Dardevet, qui est chercheur à l'INRA, qui est physiologiste nutritionniste spécialisé dans les fontes musculaires et les pertes de mobilité. Et enfin, monsieur Jacques Pourcel, que vous connaissez tous, célèbre restaurateur. Et c'est un débat donc, qui sera animé par Guillaume Gralet, donc, qui est le journaliste high-tech du Point. Guillaume, c'est à vous. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de questions aussi sur ce sujet particulièrement important. Merci beaucoup à vous quatre. Je crois, si je regarde mes notes, que Montaigne disait « Prenons garde que la vieillesse ne nous attache pas plus de rides à l'esprit qu'au visage ». Alors on va aujourd'hui parler de la nourriture de l'esprit, mais également la nourriture au quotidien sur les personnes qu'on dit âgées. Ça nous concerne tous parce que, comme on se l'a dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui que l'on détermine la manière dont on va vivre notre vieillesse, la possibilité ou non de s'adapter à notre environnement. Alors, nous voulions d'abord vous laisser la parole à vous, Tasnim, pour faire un premier point scientifique. Bonjour à tous. Je vais commencer mon intervention par un remerciement chaleureux à toute l'équipe de Futura Police Santé pour cet événement. Moi, je suis extrêmement contente d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je vais effectivement commencer mon intervention par une petite explication finalement de qu'est-ce qu'un épidémiologiste, et en particulier un épidémiologiste dans le champ du vieillissement cérébral. Donc nous, notre objectif, quand on est épidémiologiste, c'est d'identifier des facteurs qui vont promouvoir un vieillissement qu'on va qualifier de réussi, ou les facteurs qui vont permettre de ralentir tous les processus qui vont être impliqués dans le vieillissement cérébral, on va dire pathologique, donc les démences et le déclin des fonctions cognitives. Alors pourquoi faire ça et pourquoi s'intéresser aux facteurs modifiables? Eh bien, tout simplement, ça nous donne la possibilité de pouvoir implémenter des stratégies d'intervention. Alors cette démarche de pouvoir implémenter des stratégies d'intervention, je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi elle est essentielle. Dans le contexte des démences et du déclin cognitif, on n'a pas de thérapie efficace actuellement. Et on sait qu'une intervention qui ne retarderait que d'1 an, 2 ans, voire 5 ans, la survenue de la pathologie, eh bien, permet une diminution de 10, 20, 50%, une diminution de cette prévalence respectivement. Donc là, on comprend bien en termes de coûts humains, médicaux, sociaux, économiques, que cette stratégie d'identifier d'abord des facteurs et ensuite de baser des interventions sur ces facteurs est une démarche absolument cruciale en santé publique. Alors, la deuxième question qu'on a envie de se poser, c'est très bien, mais pourquoi se focaliser sur l'alimentation? Parmi ces facteurs modifiables, effectivement, quand on entend facteurs modifiables, on a envie de l'opposer à facteurs non modifiables, qui sont souvent des facteurs endogènes, comme des facteurs génétiques, les facteurs liés à l'âge, sur lesquels on ne va pas pouvoir beaucoup intervenir. Facteurs modifiables, eh bien, on pense tout de suite aux facteurs liés à notre mode de vie. Et l'alimentation, elle suscite depuis longtemps un intérêt spécifique, puisque depuis très longtemps, la littérature, que ce soit
dans des textes plus philosophiques, mais également dans la littérature plus récente au niveau des expérimentations animales, montrent l'importance de nutriments spécifiques dans le bon fonctionnement cérébral. Donc bien sûr, cette attirance pour l'alimentation est assez naturelle. Et puis, deuxième argument, c'est qu'effectivement, maintenant, depuis une quarantaine d'années, on montre bien que l'alimentation est importante dans un certain nombre de pathologies qui sont liées au vieillissement cérébral. Alors elles sont liées, elles sont associées, parfois le sens de la direction n'est pas toujours bien élucidé, mais elles sont associées. Alors, au niveau de l'évolution des connaissances, on a une vraie transition. C'est-à-dire que jusqu'il y a environ 10 ans, la recherche scientifique au niveau mondial s'est consacrée à l'étude des associations entre un nutriment, un aliment spécifique, isolé, et la survenue d'un certain nombre de pathologies liées au vieillissement. Et en particulier, survenue de démence, survenue de déclin cognitif, survenue de dépression. Et quand on regarde un petit peu cette littérature, on se rend compte qu'il y a une énorme discordance entre les études pour un même aliment ou pour un même nutriment. Alors, cette discordance, eh bien, d'abord, elle empêche toute conclusion robuste, donc toute finalement mise en place d'interventions spécifiques qui soient basées sur des données scientifiques. Et quand on s'intéresse à cette discordance, on comprend en fait qu'elle n'est pas si inattendue que ça. Les maladies liées au vieillissement sont des maladies multifactorielles. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de facteurs qui vont être associés, on va y revenir un petit peu plus tard. Et donc dans ce contexte multifactoriel, dans ce contexte où nous on est dans un cadre de cohorte, il est extrêmement difficile d'imaginer qu'un nutriment isolé va à lui seul permettre de renverser le cours de la pathologie, le cours du processus du vieillissement cérébral. Même s'il a un rôle bénéfique, on ne pourra pas, il est peu probable qu'on puisse l'observer dans un cadre observationnel, et quand on en observe, c'est souvent par chance. Du coup, depuis 10 ans, on a un petit peu changé le paradigme et la manière d'étudier l'alimentation dans les maladies, dans les pathologies neuropsychiatriques liées au vieillissement. Et on a mené avec notre équipe les premières études qui considèrent l'alimentation dans son entier. Tout simplement parce qu'aucun de vous ne mange des nutriments ou des aliments isolés, mais on mange tous des repas dans lesquels ces nutriments vont venir interagir de façon complexe. Et il faut oser aborder cette complexité dans les études épidémiologiques. Et donc c'est ce qu'on s'est proposé de faire. En considérant donc cette alimentation dans son entier. Là, un petit schéma, j'avais juste envie de vous illustrer la complexité souvent un peu ignorée des facteurs qui sont impliqués dans le vieillissement cérébral. On a bien entendu des facteurs génétiques, des facteurs liés au niveau socio-démographique, socio-économique, les pathologies qui surviennent durant la vie adulte et tous les processus biologiques qui vont expliquer aussi les liens entre l'alimentation, les autres comportements liés au mode de vie et le vieillissement. Et sans compter, donc, c'est pour vous illustrer un petit peu la complexité quand on cherche la place de l'alimentation dans ces processus liés au vieillissement, et pour vous montrer également que ces facteurs interagissent évidemment entre eux et qu'ils n'ont pas le même impact selon la période de vie que l'on considère. Donc une fois qu'on a montré ça, on se dit ouïe aïe aïe. Mais voilà, on va faire appel à des épidémiologistes qui vont tenter, par de la modélisation statistique, de comprendre la place de l'alimentation en ayant cette vue holistique du vieillissement cérébral. Alors concrètement, comment on fait ? Eh bien, on utilise un cadre observationnel, une cohorte. Donc globalement, on a une cohorte, mettons nous tous, et on va regarder qui est exposé à une bonne alimentation et qui n'est pas exposé à une mauvaise et qui n'est pas exposé à une bonne alimentation. On va découper la salle en deux.
bonne alimentation, mauvaise alimentation. On va se suivre pendant 30 ans, on va avoir des examens spécifiques, cliniques, de l'imagerie cérébrale, des batteries de tests neuropsychologiques. Et régulièrement, donc tous les 5 ans, on va continuer à mesurer la qualité de votre alimentation, et tous les 5 ans, on va mesurer un certain nombre de paramètres liés à votre vieillissement. Et on va, au bout du compte, compter, observer qui, dans ce groupe-là, a achevé un vieillissement réussi, qui, dans ce groupe-là, a subi une pathologie liée au vieillissement, et qui, dans ce groupe-là, à rencontrer ces paramètres. On va mesurer ces paramètres et puis on va comparer. Voilà la méthode qui est, vous voyez, très simple en théorie, mais qui, effectivement, en pratique, compte tenu des différentes interactions de facteurs, peut s'avérer compliquée. Alors passons maintenant, je dirais, au plus important. Qu'est-ce qu'on a pu montrer avec cette méthode ? Il y a quelques années, nous avons donc pu montrer et publier, bien entendu, une association extrêmement forte. On a montré que les participants qui avaient un profil alimentaire qu'on appelle de type occidental, en anglais on appelle ça les Western Diet, qui est une alimentation qui est extrêmement riche en produits raffinés, aliments frits, aliments gras et sucrés, riches en acides gras trans en particulier, eh bien, ces personnes qui ont cette alimentation à l'âge adulte diminuent de 40% leur probabilité d'un vieillissement réussi après 60 ans. Et ça, de façon statistiquement significative. Autre point, on a pu montrer que les personnes qui adhéraient aux recommandations alimentaires existantes que je vous ai listées ici, eh bien, diminuent leur risque de maladies cardiovasculaires et de troubles dépressifs. Pour les troubles dépressifs, on a une association extrêmement forte puisqu'on a montré que les personnes qui adhéraient aux recommandations alimentaires existantes diminuaient tout simplement de 30% leur risque de survenue d'épisodes dépressifs. Voilà, donc quelques recommandations, quelques résultats qui sont publiés bien évidemment et qui vous permettent d'avoir une idée de l'état de la science aujourd'hui sur la place de l'alimentation dans le vieillissement. Merci beaucoup, Tasmine. C'est vraiment des résultats assez forts. Hein, on voit bien l'effet que ça a aujourd'hui et demain. Et on verra qu'il y a d'autres critères, bien sûr, qui rentrent en jeu, le sport, le sommeil. Je voulais juste, avant de donner la parole à Dominique, Jacques Pourcel, vous êtes restaurateur au Terminal, vous êtes chef, bientôt au Jardin d'Essence. Est-ce que toutes ces recherches de l'INSERM, qui sont assez impressionnantes, vous en avez conscience, vous vous en servez au quotidien lorsque vous faites le menu? Oui, je crois qu'aujourd'hui, moi je parle à mon propre chef, je vais dire, et aussi pour les autres chefs, je crois que l'idée c'est moins de sucre, moins de gras, moins de sel, plus de produits naturels, plus de produits locaux, et essayer d'équilibrer ce que nous on appelle la gastronomie, c'est-à-dire une cuisine créative. Voilà, parce qu'aujourd'hui, effectivement, notre santé pour l'avenir, elle se décide, je pense, en grande partie dans nos assiettes. Voilà. Et je crois que les chefs ont un message à faire passer, parce que les chefs, on les voit de plus en plus à la télé, on les consulte pour tout. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on a un message positif à faire passer en disant que de mieux manger, on se portera beaucoup mieux, bien sûr. Alors, on encourage bien sûr toutes les personnes ici à venir vous voir au Terminal, mais pour les personnes qui voudraient ce soir cuisiner ou ce week-end quelque chose d'assez sain, est-ce que vous auriez quelques recommandations? Je crois déjà que la bonne cuisine commence par les bons produits, c'est déjà se rendre sur les marchés locaux, bien évidemment, pour aller chercher les produits des petits producteurs. Voilà. Ensuite, à partir de là, effectivement, des produits saison. Et ensuite, après, bien sûr, là, aujourd'hui, on rentre sur l'hiver, le potimarron, les châtaignes, les Saint-Jacques qui arrivent. Voilà. Travailler, consommer les produits de saison. Déjà, vous ferez un grand pas vers une meilleure cuisine. Et ensuite, effectivement, voilà, aller chercher les petits producteurs à côté de chez vous. Ils sont là, ils font bon, ils font beau, il faut en profiter. Ça, c'est pour la matière première. Et après, dans la transformation, entre guillemets? Dans la transformation, bien évidemment, comme je disais, moins de gras, moins de viande aussi. Essayer de consommer moins de viande, un peu plus de poisson et beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Voilà.
Oui. Et je crois que c'est ce qu'on fait au quotidien. Voilà, aujourd'hui, c'est notre quotidien de faire cette cuisine-là beaucoup plus légère. Voilà, c'est beaucoup moins, on va éviter tout ce qui est crème, tout ce qui est beurre. Voilà, on va éviter d'en rajouter en tout cas. Merci beaucoup. Alors Dominique Dardevet, vous êtes chercheur à l'INRA et tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait différentes protéines. Si on est une personne de plus de 70 ans aujourd'hui, quels sont un peu les conseils qu'on peut leur adresser? Alors bonjour à tous déjà, puis merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, on sait que les protéines alimentaires sont quand même des nutriments qui sont très importants à apporter dans l'alimentation. On a des recommandations aujourd'hui qui sont données pour des individus adultes et en bonne santé. Et nos travaux qu'on a réalisés à Clermont et aussi dans d'autres laboratoires par d'autres collègues ont montré qu'avec l'âge, on avait une difficulté à utiliser de façon optimale les protéines alimentaires qu'on mangeait. Donc je donne toujours un petit peu cette comparaison. Ça veut dire qu'avec l'âge, par exemple, on devient diabétique. Ça veut dire que l'insuline marche moins bien. Et là, avec le vieillissement, manger des protéines alimentaires, ça favorise moins bien en fait, notre muscle. Et c'est pour ça qu'avec l'âge, on perd du muscle. Donc aujourd'hui, les recommandations ont été augmentées. Donc on enlève effectivement l'adage qui dit « quand je suis plus âgé, je dois moins manger ». En fait, c'est exactement le contraire. Plus on devient âgé, plus il faudrait manger de protéines alimentaires parce qu'on est moins apte à tirer profit de ces protéines. Et aujourd'hui, les recommandations ont été augmentées de près de 40% chez la personne âgée. Et ça a été fait au niveau de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de nutrition et de sécurité alimentaire. Alors, plus manger de protéines, c'est aussi manger des protéines de qualité. Alors, quand on est jeune et en bonne santé, l'organisme fait avec. Il prend les protéines qu'on lui donne et puis il fait avec. Quand on est âgé, on a déjà du mal à tirer profit de ces protéines. Donc, il faut essayer de donner des protéines de qualité. Et ces protéines de qualité, la qualité d'une protéine, elle est définie par rapport à sa composition, mais aussi dans la matrice alimentaire dans laquelle elle se trouve. Alors, par exemple, vous avez donc les protéines animales qui sont plutôt bien équilibrées et qui sont plutôt positives pour l'organisme. Et d'un autre côté, vous avez les protéines végétales. Alors, les protéines végétales sont de un petit peu moins bonne qualité, mais si on étudie un petit peu le système, on s'aperçoit qu'on est capable quand même, quand on est relativement en bonne santé, d'augmenter cette partie de protéines végétales dans notre alimentation. Il faut prendre un certain nombre de précautions et il faudra manger un tout petit peu plus de ces protéines que si on mangeait des protéines animales. Par contre, ce qui est aujourd'hui déconseillé, qui n'est pas interdit mais qui est quand même déconseillé, c'est d'avoir des régimes purement végétaliens chez les enfants en croissance et purement végétaliens chez des personnes vieillissantes ou âgées. Alors je sais qu'il faut à chaque fois tenir compte de beaucoup de choses, de l'environnement, de l'histoire aussi des personnes, mais est-ce qu'on peut donner quelques conseils? Combien de fois de la viande par semaine? Combien de fois du poisson? Alors pour cela, il y a des grandes directives qui sont données par le ministère de la Santé, donc qui est le plan national nutrition santé. Donc aujourd'hui, ce plan est toujours réactualisé en fonction des connaissances qui arrivent. Donc je vais vous donner les dernières recommandations qui sont de la viande souvent, mais pas tous les jours, donc à remplacer par du poisson, notamment 2 fois par semaine, et des produits laitiers, parce que les produits laitiers, c'est source de calcium, mais c'est aussi des grandes sources de protéines animales et qui sont de très bonne qualité. Et aujourd'hui, on considère chez un individu adulte 2 produits laitiers par jour. Donc 2 produits laitiers, ça veut dire un yaourt, c'est une portion. Et par exemple, le fromage, c'est 40 grammes. Donc vous en consommez 2 par jour, ça va. Par contre, si vous êtes quelqu'un, un jeune en croissance ou une personne âgée, la recommandation passe de 3 à 4 portions par jour pour maintenir effectivement l'apport de calcium chez les personnes âgées, pour maintenir leur statut osseux, mais également pour augmenter l'apport de protéines qui va être consommé par ces populations-là. Merci beaucoup. Vincent Attalin, vous êtes nutritionniste au CHU de Montpellier et puis également médecin du sommeil. Vous avez dit qu'il fallait vraiment prendre en compte justement le nombre d'heures que l'on dormait, si on dormait bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, oui, on peut tout à fait parler de sommeil lorsqu'on parle d'alimentation, parce que les deux sont très liés. Il y a certaines recommandations. Effectivement, la plupart des personnes vont dormir entre 6 et 9 heures. Et plus on va avancer dans la vie, moins on va avoir de besoin de sommeil. On a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant « Docteur, je peux pas dormir ». Mais c'est juste
qui veulent trop dormir. Et donc la seule chose que je leur dis, Parce qu'on a moins c'est d'activité dormez moins. physique, c'est ça? Moins d'activité physique, une vie de moins en moins remplie. C'est vrai que l'activité joue énormément sur cette somnolence et sur ces besoins de sommeil. Voilà. Donc, et alors, on en parlait tout à l'heure en coulisses, le lien entre l'alimentation et le sommeil. Il y a une image, pour que toutes les personnes puissent se rappeler du lien entre alimentation et sommeil, et peut-être vieillir en bonne santé, et notamment avec un poids stable. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, il y avait une publicité où on voyait une marmotte mettre le papier d'alu qui mettait le chocolat dans le papier d'alu. Et en fait, lorsque vous avez l'image de cette marmotte qui met le chocolat dans le papier alu, vous avez tous les éléments pour vous rappeler du lien entre l'alimentation et le sommeil. Premièrement, quand on est une marmotte, on va passer une grande partie de sa journée à dormir. On est en hibernation, c'est-à-dire que notre corps va avoir une dépense énergétique qui va être diminuée. Deuxième chose, elle est plutôt dans son logis, dans son terrier, donc elle va dépenser moins d'énergie dans ses activités physiques, pas forcément le sport, mais voilà, peut-être marcher, aller chercher des choses, et donc l'activité physique diminue parce qu'on est fatigué. Et troisième chose, pourquoi cette publicité? Parce qu'effectivement, elle met le chocolat dans le papier alu, on ne la voit pas le manger, mais les dettes de sommeil, ça a bien été prouvé dans de très nombreuses études. La dette de sommeil nous donne envie de manger plus que nos besoins. Et donc, on va avoir donc à la fois plus de consommation, donc plus d'apport, et moins de dépenses énergétiques, ce qui fait qu'à terme, il y a une surcharge qui peut avoir des effets néfastes sur la santé. Voilà. D'accord, donc la marmotte ne doit pas manger trop de chocolat. Voilà, pas trop de chocolat. Voilà. On revient à la cuisine et au quotidien avec Jacques Pourcel. Tout à l'heure, on a donné des conseils très précieux qui étaient assez généraux. Est-ce que, si on s'intéresse à des personnes plus âgées, quel genre d'alimentation vous recommandez? Je crois qu'il faut moins remplir les assiettes et les alléger surtout. Voilà, donc c'est pas la quantité qui va faire la qualité. Donc c'est bien sûr le produit. Moi je pense aussi à moins de cuisson. Souvent on fait beaucoup trop cuire les aliments, notamment les légumes. Essayer de revenir aussi un peu vers le cru. On n'est pas habitué dans notre civilisation ici, enfin en France, à manger le cru, mais le cru, que ce soit au niveau du poisson ou même au niveau des viandes, c'est quand même. Enfin, je vais parler devant des experts, mais je pense que c'est bon pour la santé. Et bien sûr, éviter tous les produits ultra transformés, voilà. Naturel au maximum. Le bio si on peut, bien évidemment. Et puis des assiettes plus légères, voilà. Donc pour moi, ça me semble très important. Merci beaucoup. Sur la transformation, Tasnim, vous avez... Oui, en fait, quand on donne des recommandations, soit la transformation en acide gras trans par exemple, ou quand on parle de transformation, moi je parle plutôt de produits issus de l'industrie agroalimentaire qui sont souvent, pas tout le temps, mais qui sont très souvent des produits, les plats tout prêts, on a énormément d'acides gras trans, énormément d'ajouts de sel et de sucre, et donc c'est pas forcément les apports énergétiques quand on les prend dans leur vision holistique, mais c'est plutôt quels apports au détriment de quel autre. Et quand on donne des recommandations sur moins de viande, plus de cru, En fait, l'idée derrière, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on regarde les mécanismes qui lient l'alimentation aux paramètres du vieillissement. Et donc là, je vous avais mis une petite diapositive, peut-être un petit peu technique, mais qui illustre, qui a le mérite d'illustrer les mécanismes qu'on a envie d'un peu mieux comprendre et qui amènent cette constatation de désassociation entre alimentation et dépression. Donc on a les antioxydants, on a les processus d'inflammation chronique et on a également, on le sait, on commence à mieux comprendre les phénomènes de dysbiose, c'est-à-dire tout ce qui est le déséquilibre de notre flore intestinale et qui va évidemment contribuer à de l'inflammation chronique. Donc évidemment, quand on dit des légumes crus, c'est tout simplement parce qu'ils apportent des antioxydants qui sont extrêmement importants pour contrer l'effet, disons pour
j'allais dire, l'effet néfaste. C'est plutôt pour contrebalancer effectivement les attaques radicalaires issues des espèces réactives d'oxygène qu'on appelle les radicaux libres et qui sont tout à fait naturelles et qui sont amenées par le fait de respirer, par une mauvaise alimentation aussi, et par l'exposition aux polluants atmosphériques par exemple. Donc l'alimentation, c'est d'abord des apports de nutriments d'espèces qui vont rentrer dans notre machinerie et qui vont permettre de venir compenser un certain nombre de déficits qu'on a quand on avance en âge et qui sont naturels et qu'on peut complètement objectiver dans des écrits comme la théorie radicalaire du vieillissement de 1956 de Denham Harman par exemple. Merci. Donc les légumes crus, c'est très bon pour la machine. Dominique Dardevet, lorsqu'on décide de cuire les protéines, vous m'avez dit tout à l'heure que la température a été importante, joue un rôle. Alors effectivement, je vous avais parlé tout à l'heure de qualité des protéines. Donc on peut avoir au départ une protéine de très belle qualité, notamment une protéine de poisson ou une protéine de viande. Le problème, c'est que dans la majeure partie des cas, au moins pour les viandes, on est obligé de faire un peu de cuisson. En tout cas, c'est ce que font la majeure partie des gens. Et en fait, ces processus de cuisson vont entraîner des modifications des protéines qui sont à l'intérieur du produit. Et nous, on a fait une étude effectivement avec le vieillissement et de voir en fait quelle était la cuisson optimale. Alors c'est très théorique, hein, mais on s'aperçoit que quand on va cuire un produit, notamment une viande ou un poisson, par rapport au cru, on va quand même augmenter la biodisponibilité, la digestibilité des protéines que l'on a dans notre produit de départ. Par contre, si on cuit à des températures trop élevées, de l'ordre de 90 degrés, ce qui correspond en fait à des viandes bouillies, pot-au-feu, etc., et ben là, on va rediminuer effectivement la possibilité de l'organisme vieillissant à pouvoir tirer parti de ces protéines-là. Alors, aujourd'hui, c'est purement théorique, hein, et puis il n'y a pas de recommandation particulière, on n'interdit pas de cuire ou de manger un pot-au-feu, mais c'est vrai que les cuissons optimales pour les protéines alimentaires sont de l'ordre de 60 degrés. Voilà. Donc, peut-être que d'ici quelques temps, faire cuire à basse température très longtemps serait un bon compromis, de manière à pouvoir manger plein de produits différents, de viande et de poisson, en essayant de garder de façon optimale la qualité des protéines qu'ils contiennent, et notamment à la visée des personnes âgées. Et en plus, ça ramollit les matrices, c'est beaucoup plus facile à manger, c'est beaucoup plus facile à mastiquer, et du coup, il y a peut-être plus de personnes âgées qui pourraient manger de la viande ou recommencer à manger de la viande, qui s'en sont détournées parce que la mastication est compliquée et souvent on a une aversion des produits de type carné à cause de problèmes bucco-dentaires qui font que la personne va se détourner, exclure notamment les produits carnés de son alimentation, ce qui n'est pas a priori une très bonne idée quand même. Merci beaucoup. C'est intéressant parce qu'on mélange vraiment les découvertes scientifiques et des aspects très concrets. Je voulais vous poser la question à tous les quatre. Est-ce que la culture joue beaucoup? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des bonnes pratiques à importer, à votre avis, de l'étranger, ou des pratiques intéressantes du passé qu'on a peut-être un peu oubliées? Moi, personnellement, je trouve qu'effectivement, on manque... Enfin, les personnes qui ont pu connaître les générations qui nous précédaient ont eu cette transmission culinaire de la famille aux enfants, de la maman aux enfants. Et puis aujourd'hui, ça disparaît. Et effectivement, ce serait presque dire qu'il faudrait redémarrer des cours d'art ménager à l'école, quoi. Parce qu'en fait, même nous, dans nos professions, on voit arriver des jeunes qui rentrent dans notre métier sans rien connaître. Aller chercher même une courgette dans une chambre froide, pour eux, ça peut être très compliqué. Donc voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà une connaissance des produits et cette transmission culinaire qui est très importante. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des cultures culinaires à l'étranger. Chacun a son identité. On a tout ce qu'il faut en France. Historiquement, on est le pays de la gastronomie, donc toutes les techniques de cuisson, de travail des produits, on les connaît. Simplement, c'est cette transmission qui a disparu. Merci beaucoup, Tasnim. Juste un mot, effectivement, dans la littérature, on a examiné finalement les régimes type plutôt ancestraux, c'est-à-dire les recettes de cuisine un peu ancestrales transmises de génération en génération, versus les personnes qui adoptaient plutôt une alimentation de type occidental. Et on constate que ce soit en Chine, au Japon, en Australie, aux États-Unis ou en Europe, eh bien, à chaque fois,
les personnes qui adhèrent plus à un type d'alimentation, on va dire, traditionnelle, eh bien, ont un effet protecteur sur plein de pathologies. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement, depuis quelques années, on arrive sur finalement un empirisme un peu médical, se dire ah bah oui, les recettes traditionnelles c'est bon pour la santé. On arrive objectivement à se dire, eh ben, on apporte des réponses scientifiques à cet empirisme médical. Donc je crois que la science, elle a aussi ce devoir-là. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être prendre des Quelques questions. questions du public, absolument. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Monsieur à gauche, je crois. Oui. Vous levez la main, s'il vous plaît, pour que surtout les hôtesses puissent vous repérer. Et juste en attendant, Jacques Pourcel, j'avais une micro-question. Vous avez été l'un des premiers chefs à proposer aux personnes malades d'Alzheimer des repas sans fourchette pour qu'elles puissent avoir accès à la gastronomie. C'est quelque chose que vous poursuivez ? Oui, je crois que c'est quelque chose, on est toujours engagé dans des actions comme ça, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut prendre les problèmes de santé au quotidien de nos anciens, bien évidemment, mais aussi de nos jeunes. Donc, on doit éduquer les jeunes à mieux manger et on doit aussi faciliter aux personnes âgées l'accès à la nourriture. Bravo. Alors, une première question. Qui a le micro ? On vous écoute. Merci. Allez-y, monsieur. Parlez, peut-être que... Merci. Oui, bonjour, monsieur Pourcel. Du coup, c'était pour vous. Déjà, merci pour avoir apporté toutes les informations que vous nous avez communiquées pendant cette conférence. Et je voudrais juste revenir sur un point sur lequel vous avez parlé, qui était le bio. Et je trouve qu'il y a des cahiers des charges avec des éléments plus importants que le bio, comme par exemple Nature et Progrès, qui permettent d'avoir des nutriments, enfin pas des nutriments, mais des produits qui me paraissent par exemple plus locaux, avec une meilleure écologie. Voilà, c'était juste pour revenir sur ce point-là. Merci. Comme je l'ai dit de toute façon tout à l'heure, si on va chercher des produits locaux, des produits naturels, on va forcément ressentir ça dans l'assiette, que ce soit au niveau des goûts, des textures. D'abord, en achetant le produit de saison, au moment où il est produit, on le payera moins cher. Et puis le produit, s'il est produit localement, il sera meilleur. Voilà, donc je crois que la démarche, elle doit être logique et pour nous, elle est évidente en tant que chef, en tout cas. Alors, j'ai une question, monsieur, ici en troisième rang, s'il vous plaît. Une question là-bas au fond également. Est-ce que vous avez le micro, monsieur ? Voilà, on vous écoute. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous pensiez du Nutri-Score, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est un petit peu obligé de passer par les aliments transformés. Et quand on voit qu'un yaourt, par exemple, bio, est classé que B, on peut s'étonner de ce Nutri-Score. Et juste un petit truc derrière aussi, depuis hier, en fait, on parle beaucoup de nutrition, on parle beaucoup de protéines, bien ou pas bien. Mais là où je suis étonné, c'est que j'ai jamais entendu le mot œuf depuis hier. Or, c'est la meilleure source de protéines, il me semble. Et on n'en parle pas beaucoup. Merci. Merci pour votre question. Qui répond ? Nutri-Score et œuf au fond de la salle, face à vous. Ah, d'accord. Bon, Nutri-Score. Donc, déjà, pour essayer de donner des recommandations à tout le monde, il faut essayer de faire des messages relativement clairs. Et plus on simplifie un message, plus forcément il est sujet à interprétation. Donc aujourd'hui, c'est le Nutri-Score qui a été retenu en France, de manière à catégoriser les produits, puisque quand on va regarder une alimentation, il faut prendre à la fois l'aspect qualitatif, c'est-à-dire est-ce que l'aliment est plus ou moins bon pour la santé, mais aussi l'aspect quantitatif. Il n'y a aucun aliment qui n'est mauvais pour la santé. Déjà, c'est le principe de base. Par contre, il y en a certains qu'il faut plus consommer avec modération. C'est ce qui explique effectivement que le Nutri-Score peut potentiellement avoir, mettons même s'il est bio, parce que le bio n'est pas un label de qualité nutritionnelle, attention. C'est un label de qualité sur les intrants et qui sont notamment sur les pesticides. Donc c'est dissocié effectivement de la qualité nutritionnelle du produit. Alors bien sûr, les pesticides sont relativement mauvais pour la santé, ça on le sait aujourd'hui, mais sur le plan Nutri-Score, ce n'est pas forcément quelque chose qui est pris en compte sur la qualité du produit. Voilà, donc le Nutri-Score est complètement dissocié de l'aspect bio ou non bio. Sur les œufs, peut-être ? Alors sur les œufs, donc les œufs sont des protéines
animales qui sont de très très bonne qualité et très bien équilibrées. L'œuf est aussi bon en termes de composition nutritionnelle qu'une viande, qu'elle soit d'ailleurs de bœuf ou de porc, que du poisson ou que de protéines de lait. Donc en fait, elles sont toutes dans le même paquet. L'œuf a une digestibilité qui est légèrement supérieure à des protéines carnées. Mais globalement, sur la composition, c'est quasiment identique par rapport à d'autres protéines de type animal. Donc effectivement, l'œuf est une source de protéines à privilégier, notamment si on veut, pour ces raisons à soi, éliminer un petit peu les protéines d'origine animale, je dirais de type viande, et ben, les remplacer par des protéines d'œuf, c'est très bien. Vincent Attalant, vous vouliez réagir aussi? Alors, moi, je suis obligé de venir un peu faire les troubles faits ici parce qu'il y a une dimension qu'on a oubliée. Alors, on a parlé dans le goût, mais on a oublié aussi la dimension du plaisir de vivre, le plaisir de manger, le plaisir de dormir. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Pourquoi ? Parce que vieillir en bonne santé, si on passe 40 ans de sa vie à avoir des règles trop strictes, à rentrer dans l'orthorexie, on peut avoir derrière une qualité de vie qui est de moins bonne qualité. Donc ce qui est important, c'est aussi d'avoir en tête de bien vivre sur les années qui nous restent, et puis vieillir en bonne santé. Donc je crois que d'être ici et maintenant dans les interdits et dans il faut avoir un comportement alimentaire qui fait manger du cru alors que j'aime pas le cru, qui me fait manger des œufs, elle me fait pas manger des œufs. Donc il faut avoir aussi en tête le lien et le rapport entre la route qu'il faut suivre et peut-être aussi ce qu'on est en tant que personne et les valeurs qu'on a et ce qui est vraiment important pour nous. Et donc comment va mon sommeil ? Comment va mon moral? Est-ce que je ne suis pas stressé? On parlait tout à l'heure de la mère de 4 enfants qui rentre du travail le soir à 20h. Eh ben, c'est difficile pour elle d'avoir les bons produits. C'est difficile pour elle d'avoir une qualité de cuisson super bonne. Donc il faut aussi avoir en tête que l'alimentation et la nutrition, ce n'est pas simplement la qualité, c'est aussi tout ce qui fait de nous les mangeurs au XXIe siècle. Et alors, nous, c'est pour ça qu'on avait créé la plateforme Avitam, parce que justement, elle permet à toute personne, à un moment, de prendre conscience de son état de santé. Est-ce que je suis somnolent? Comment va mon moral? Quand je suis somnolent, on a parlé tout à l'heure, quand j'ai le moral qui est très bas, j'ai pas envie de me faire à manger des légumes crus. J'en ai pas envie. Donc il faut avoir ça en tête, c'est qu'il faut peut-être remettre ça en disant, ok, il y a la route à suivre, mais moi, qu'est-ce que je ressens? Là, un peu de stress. Qu'est-ce que je ressens? Comment va mon moral? Comment va mon sommeil? Est-ce que j'ai envie de bouger tous les jours? Donc je voulais un peu recadrer ça parce que je pense que c'est important, nous les professionnels de la nutrition, d'intégrer la direction de chaque personne et de ses valeurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et vous êtes applaudis, donc on est tous d'accord. Une autre question, monsieur, au 3e rang? Ah, vous n'avez pas de micro, s'il vous plaît. Alors, d'accord. Et ensuite, ce monsieur qui a demandé la parole depuis un petit moment. On vous écoute. Bonjour. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il fallait manger des laitages, et plus particulièrement lorsque nous vieillissons, que nous étions très jeunes. Quelle en est la problématique du laitage de vache, comme pouvait l'évoquer le docteur Seignalé, par exemple, la non-acceptation du corps de l'être humain par l'absorption de ces laitages? Merci pour votre question. Monsieur Dardevé. Alors, c'est une question compliquée. Aujourd'hui, effectivement, le lait, je ne parle que du lait, mais on peut parler de tous les laitages, les produits notamment fermentés, les fermentés, fromage, yaourt, etc. Globalement, ce sont des produits et des aliments qui sont bons pour la santé. Déjà, alors après, pour certaines personnes, il peut y avoir, avec l'âge ou une sorte de non-appétence pour le lait, parce que il y a aussi certaines maladies, notamment, qui permettent une mauvaise digestion du lait. Donc ces gens-là vont éliminer le lait de leur alimentation. Après, pour des personnes qui n'ont pas ce genre de pathologie, donc d'éliminer les produits laitiers de leur alimentation peut, à un moment donné, avoir des répercussions sur leur santé, et notamment sur les apports de calcium. Rien que pour ça, les produits laitiers sont des très belles sources de calcium qu'il faut maintenir pendant les périodes de croissance, mais aussi pendant les périodes de vieillissement, de manière à maintenir son statut osseux
le plus longtemps possible. Alors après, si la personne, pour des raisons médicales ou ses propres raisons, ne veut pas commencer de produits laitiers, ça va être compliqué de substituer. Alors on peut prendre du calcium en poudre, hein, des cachets de calcium qui sont donnés, sauf que le calcium, quand il est ajouté en dehors de la matrice laitière, est beaucoup moins bien absorbé que quand il est contenu dans la matrice laitière. Donc ça veut dire qu'il va falloir en consommer des quantités relativement importantes de manière à ce que le corps ait la quantité suffisante. Après, il faut être encadré médicalement pour pouvoir assurer le bon maintien, notamment de l'apport de calcium et l'apport aussi de protéines et tous les bienfaits et des vitamines qui sont contenus dans le lait ou les produits laitiers. Mais il n'y a pas une différence entre le laitage de vache et les autres laits? Alors, en termes de composition nutritionnelle, les laits sont relativement, je dirais, constants. Alors, en termes de protéines, c'est les mêmes compositions. Après, il y a des taux de matières grasses qui peuvent être différents ou des valeurs ou des caractéristiques de matières grasses qui peuvent être différentes. Alors, en termes de digestibilité, ils sont tous pareils, sur un plan purement théorique. Après, chaque individu peut avoir des préférences ou des aptitudes à préférer un lait. Alors après, c'est globalement d'essayer le lait qui vous convient le mieux si, par exemple, vous avez une légère aversion ou un dégoût pour le lait de vache, par exemple. Merci. Une dernière question rapide et avec une réponse rapide également. Merci beaucoup. Oui, elle sera très rapide, vous allez comprendre pourquoi. J'étais inquiet jusqu'à ce que Vincent Attalin ait enfin dit... Parler du plaisir. Voilà. Plaisir, hein. Je vous signale quand même que la convivialité du repas français est inscrite au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Et donc, l'importance de la vitalité, de la convivialité. Convivialité, complicité, et un autre aspect qui n'a pas été trop dit, mais de tout avec modération. Merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage. Je pense que ça peut être le mot de conclusion, si vous en êtes d'accord. Et un très grand merci à vous tous. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour vraiment toute la richesse des informations que vous nous avez données.